Voilà, donc on va passer je vais inviter Élie Auvray à venir. Alors, Élie, j'ai tellement de questions pour toi, si tu savais. On prend 2 chaises, on va s'asseoir parce qu'on va discuter un peu. Ça va être si long que ça? Pour ceux qui ne le connaissent pas, Élie est l'un des fondateurs de Jaya. Alors, est-ce que tu peux c'est un défi, hein, nous refaire un petit historique en fait de Jaya depuis que ça a commencé jusqu'à ce jour? Donc j'ai perçu les questions, je découvre. Euh, En fait, la vision d'origine de Jaya, ça a été de considérer que des logiciels qui étaient auparavant séparés, vu les demandes et l'évolution de ce qu'on a appelé plus tard la transformation digitale, ça n'avait pas de sens de les considérer comme séparés. Et initialement, on a considéré que les applications et la gestion de contenu, ça n'avait aucun sens de les voir comme séparés, puisque quand on regarde une page web de n'importe quel site web aujourd'hui, en réalité, c'est une application. Il y a des formulaires, il y a des vidéos, maintenant il y a de la personnalisation. Donc on a commencé la vision de Jaya de convergence digitale avec ce mix entre les applications et la gestion de contenu. Et après est arrivé le besoin de personnalisation, mais cette personnalisation, elle ne pouvait plus se faire par rapport à des rôles, par rapport à des droits. Alors, on a eu beaucoup d'exemples d'intranet, par exemple. On a Sodexo, on a le Parlement européen. L'information, la navigation dans l'information a été beaucoup structurée par rapport à des droits. Est-ce que j'ai le droit de voir? Est-ce que j'ai le droit de faire? Dans l'expérience digitale, dans la relation client, c'est plus une notion de droit. On est arrivé à une notion de personnalisation. Et on a considéré que du coup, cette notion de personnalisation et cette notion d'utilisation des données pour pouvoir personnaliser, elle ne pouvait pas se faire au sein de la partie gestion de contenu, ça n'avait pas de sens. Donc on a créé un système externe dont l'objectif est de rassembler les données permettant de définir ce qu'est le client et d'avoir cette vue unifiée pour pouvoir faire la meilleure personnalisation possible, que ce soit sur les contenus ou les applications, que le reste de notre offre propose. Donc l'histoire, en termes produits de Jaya, c'est vraiment cette vision de convergence des applications et des contenus, et plus récemment, convergence des data, pour apporter la meilleure expérience possible aux projets qui reposent en fait sur nos architectures. Super. Voilà. Élie, une CDP, c'est quoi? Bonne question. Alors une CDP, pour être extrêmement simple, c'est une base de données de clients persistante dans le temps, qui va unifier toutes les données d'un client pour les marketeurs et pour leurs objectifs. Et donc ça, c'est la définition du Customer Data Institute. L'inventeur en fait de la notion de CDP, c'est quelqu'un qui s'appelle David Raab, qui a créé le CDP Institute. Et donc, il a considéré que c'était une base de données clients persistante, unifiant ces données clients, ouverte vers tous les systèmes de l'entreprise. Donc ça, c'est sa définition. Mais nous, à Jaya, on a rajouté une ligne additionnelle qu'on a toujours vue comme étant extrêmement importante. À partir du moment où on crée un système qui, à ce point, permet d'avoir une vue aussi précise et détaillée de ce que fait un client, il faut que le client soit capable de gérer ces données-là. C'est-à-dire qu'on y a inclus toutes les notions de data privacy. Alors, il y a 5 ans, quand on a lancé le projet, puisqu'on en a fait un projet open source à la Fondation Apache, la notion de data privacy, elle n'était pas du tout aussi évidente. On a même j'ai eu des interviews avec des journalistes qui me disaient, mais typiquement aux États-Unis, n'importe qui donne ses données pour obtenir un coupon de $10. Enfin, vous êtes européen, c'est peut-être important, mais les données, c'est même la vente de données clientes, c'est même un sport national là-bas. Donc, ils ne vont pas renoncer à ce modèle-là. Et à l'époque, c'était le cas. Maintenant, évidemment, avec la GDPR et bientôt la CPPA en Californie, qui va rentrer en application au 1er janvier 2020, donc c'est récent. Il se trouve que maintenant, ça concerne tout le monde au niveau mondial. Et donc pour les groupes globaux, la data privacy, c'est plus une option. Voilà. Ok. Souvent, on nous dit, oui, mais une CDP, j'ai déjà, puisque j'ai une DMP, il y a une certaine confusion sur le marché pour ceux qui ne sont pas, je dirais, aguerris à ces termes. Est-ce que tu peux nous clarifier un petit peu la différence entre ces deux outils? Absolument. Alors, la CDP, c'est un concept qui est assez nouveau. Quand on regarde dans un peu l'espace-temps des plateformes logicielles, il y a une énorme expansion, ce qu'on appelle un hype, depuis 3 ans. Il y a vraiment un hype là-dessus. Il y a une vraie utilité, mais c'est vrai que, typiquement, par rapport à la DMP, on s'est posé la question. Alors, pour faire simple, la différence entre une DMP et une CDP est la suivante. La DMP a été principalement conçue pour gérer des données anonymes, pour permettre à des marketeurs d'optimiser leurs achats d'espace publicitaires
par rapport aux segmentations générées par l'agrégation de ces données anonymes. Voilà. L'objectif d'une DMP, c'est ça. La CDP, elle, permet de gérer des données clientes, mais qui sont au départ considérées comme pas anonymes, c'est-à-dire qu'on va connaître, d'où l'intérêt des données personnelles, c'est-à-dire qu'on va connaître le client, mais il se trouve que la CDP a un overlap avec la DMP dans la mesure où elle est capable aussi de commencer l'historique de navigation et de compréhension du client avant qu'il soit connu. Et c'est là où il y a un overlap. Par contre, l'objectif n'est pas le même. Comme j'ai dit, la définition de la DMP, c'est données anonymes pour optimiser ces achats de mots-clés dans le contexte d'engagement publicitaire vers les plateformes de communication. La CDP vise à apporter un repository des données clientes qui vont être utiles aux marketeurs, mais dans un objectif beaucoup plus large, qui va être de prendre la personne lorsqu'elle n'est pas connue, lorsqu'elle devient connue, de fusionner cette historique-là et d'enrichir en fait ce profil pour mettre en œuvre leurs objectifs marketing, de personnalisation, d'A/B testing, voire d'exposer ces données-là unifiées, du coup, vers d'autres systèmes qui en ont besoin. Le CRM, les outils de marketing automation. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, on est capable de récupérer dans la CDP des éléments de segmentation d'une DMP, puisque c'est un élément qui peut enrichir le profil de quelqu'un, de savoir qu'il est dans tel segment, tel que computé par la DMP. Donc ce ne sont pas des systèmes qui sont en concurrence, il y a des overlaps. Comme tout système nouveau avec beaucoup de hype, la définition d'une CDP a tendance à s'étendre et peut être floue, mais la réalité, c'est ce que je viens de décrire, et que c'est des outils qui peuvent être totalement compatibles et qui n'ont pas du tout le même usage, même s'ils servent au final les objectifs du marketing. Et ce qu'on voit d'ailleurs de temps en temps, toi qui parles beaucoup à certains de nos clients qui utilisent les deux, on voit même en fait que finalement on a des clients qui utilisent en fait donc J-Experience avec notre CDP et avec un connecteur vers une DMP. Finalement, la DMP peut être une source de données. Absolument. La DMP calcule des segments qu'on peut du coup récupérer pour enrichir le profil d'un utilisateur. Et du coup, ce qui est calculé par la DMP dans un objectif donné, notamment l'optimisation d'achat de mots-clés, d'espaces publicitaires, peut être réutilisé pour tout autre besoin d'une autre application, dont notamment J-Experience, puisqu'on va pouvoir réutiliser ces segments-là pour dire, bah tiens, pour ce segment-là, est-ce que c'est cette version du contenu ou cette version du formulaire qui marche mieux que l'autre? Encore une fois, ça enrichit le profil de l'utilisateur que l'on souhaite traiter. Ok, bon, toi tu es un autre expert CDP. Il n'y a pas que moi, je rassure. Hein. In-house, on va dire. Je suis passionné par le sujet. Mais... un petit peu quand même, ouais, c'est clair. La maturité du marché, comment vois-tu ça? Toi qui regardes un petit peu ce qui se passe dans tous les quatre coins du monde, sans oublier que tu habites à San Francisco, donc tu es un peu au cœur des... oui, en ce moment, au cœur des choses. Je discute de ça avec des projets à Hong Kong, en Espagne, en Inde. Enfin, il y a effectivement un hype. Alors, comme tout hype, il y a parfois du tout et du n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la CDP, c'est une baguette magique, ça va tout réaliser. On en discutait d'ailleurs avec nos clients de Virbac. Quand justement on clarifiait ces éléments-là, ils me disaient, mais il y a peut-être 8 ans, 10 ans, on parlait d'un référentiel client unique. C'est quoi la différence en fait? Et en fait, il n'y en a pas tellement. L'objectif d'avoir une vision unifiée du client, ça a toujours été le Graal de tout marketeur. La différence en fait, c'est que les technologies ont évolué, la volumétrie des données en fait qui sont à traiter est devenue énorme, mais surtout les systèmes sont maintenant capables de les traiter, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 10 ans. Et puis surtout, les logiques d'interopérabilité entre les systèmes, ce que permettent de faire aujourd'hui des API ouvertes, n'existaient pas de manière aussi prononcée sur le marché. Donc la CDP n'est pas un marché mature, très clairement. Alors, en l'espace de 2 ans, il y a 70 acteurs qui se sont déclarés CDP provider. Il y a des levées de fonds énormes qui viennent de se faire. Encore récemment, là, hier, il y a eu 35 millions de dollars par Evergate. Enfin, il y a vraiment, on sent qu'il y a un besoin. Donc, le marché n'est pas mature. Il y a des gens qui ont découvert qu'il y avait une CDP. Ils ont dit, ah bah au fait, j'en ai une CDP, on ne vous l'avait pas dit, mais on a découvert que c'est une CDP. Il y a beaucoup de systèmes marketing qui avaient besoin de gérer des données clientes. Et du coup, on dit, ah bah au fait, on a une CDP en interne, mais ils ne l'ont pas conçue comme une CDP, dans toute sa définition et dans toute son utilité. Donc de ce point de vue-là, comme tout hype, dans la courbe de Gartner, il y a le scope of expectation, il est comme un gros ballon. Tout le monde pense que ça va résoudre tous les problèmes. Donc nous, on est beaucoup plus pragmatique par rapport à ça, parce qu'en réalité, si le marché n'est pas mature, si les offres arrivent de manière pléthore, avec beaucoup de mal à différencier ce qu'elles font, le besoin, en réalité, il est mature. C'est-à-dire que ce besoin d'avoir une vision précise du client
celui-là, il est mature, et il y a des conséquences en fait pour la réalisation de ce besoin, cette vision à 360 degrés. Il y a des choses très simples qui sont importantes à vérifier au sein d'une CDP. C'est de vérifier déjà qu'elle est capable de bien dialoguer avec tous vos systèmes d'information. Ça, c'est la base. Parce que fondamentalement, ce que fait une CDP, enfin une bonne CDP, c'est être capable de prendre une donnée, de pouvoir l'exposer vers un autre système et de pouvoir facilement être étendu de manière très flexible. C'est vraiment la base fondamentale. Et beaucoup de systèmes qui ont été conçus sans avoir ça en ligne de mire, eh bien, en réalité, ne sont utiles que dans le contexte d'usage de l'outil qui les a créés, enfin de l'outil d'origine. Nous, on a vraiment conçu la CDP qu'on utilise, donc Apache Unomi, comme étant le système le plus ouvert possible, comme un hub de données, parce que nous, on en avait besoin, mais du coup, ça l'a ouvert vers tous les autres systèmes de l'entreprise, et c'est un des points les plus importants. Donc le besoin est mature, c'est-à-dire que toutes les entreprises ont ce besoin-là. Les best practices pour réaliser ce besoin, c'est mature, on sait ce qu'il faut, on a le recul, on a les technologies, notamment tout ce qui est performance, metrics, être sûr que, vu la volumétrie de données, maintenant, on sait quel type de volume, quel type de données les systèmes sont amenés à agréger, on sait aussi quel type de système tiers on est amené à dialoguer avec, typiquement des Salesforce, des Marketo, etc. Par contre, l'offre, et c'est là où c'est compliqué pour les clients et les partenaires, l'offre, elle est pléthorique et pas toujours mature dans la manière de présenter les choses. Alors, Apache, qui tout d'un coup fait de la CDP pour laquelle nous sommes les principaux, voire les uniques contributeurs, en fait un projet majeur. Parlons un peu de la relation qu'on a avec eux et pourquoi ont-ils décidé d'en faire un cheval de bataille si important. Alors, à l'origine, quand on a commencé ce projet, l'idée c'était de dire on va créer un système ultra performant pour comprendre et avoir un historique de tout ce que fait un client, de tout ce que fait un utilisateur, du moment où on ne le connaît pas au moment où on le connaît, et dans tout son cycle de vie. Et on est capable de récupérer des données de n'importe où dans l'entreprise. Donc ça nous paraissait être un peu un aspect Big Brother, et comme on a nos racines open source, on s'est dit le meilleur moyen de donner confiance sur la manière de bien faire les choses par rapport à ces données-là, eh bien, c'est d'en faire un projet open source. Et puis surtout de mutualiser ce qu'un projet open source permet, c'est de rassembler autour d'un projet sur une brique fondamentale plusieurs des personnes et des entreprises qui ont le même besoin et qui vont du coup contribuer pour en faire le système le plus puissant possible. Donc on a lancé ce projet-là en 2014 avec Serge, le CTO de Jaya, qui est d'ailleurs de l'autre côté pour la partie un peu plus technique. On a lancé le projet d'incubation, puis il y a toute une phase d'incubation. On ne devient pas un projet open source Apache à la fondation Apache comme ça. Donc on a lancé un projet d'incubation qui a duré 4 ans. Et ce projet d'incubation vise à vérifier un certain nombre de critères pour être considéré comme étant un top-level project. Aujourd'hui, il n'y a que 199 projets top-level project, enfin 200 maintenant, à la fondation Apache, parmi lesquels le serveur Apache, Apache Tomcat, enfin il y a beaucoup des projets qui sont notamment dans le cloud parmi les plus matures et qui sont parmi les briques les plus fondamentales utilisées par l'ensemble des providers majeurs. Il n'y en a que 200. Ça fait 20 ans que la fondation existe. J'étais il y a 3 semaines à l'anniversaire, à la conférence anniversaire de la fondation Apache. Ça fait 20 ans qu'Apache existe. Il y a 200 projets. On a été, au bout de 4 ans, on vient d'être là cette année considéré que Apache Unomi est devenu un top level project à la fondation Apache. Alors ça veut dire quoi top level? Ça veut dire que qualité du code, qualité de la communauté, le fait qu'on considère que le projet est périn, à la fois technologiquement, mais aussi dans sa communauté. Alors oui, on a contribué tout le code source originel à la fondation Apache il y a 4 ans, mais on a aussi réussi à fédérer des acteurs qui, avec nous, travaillent sur ce projet, mais on reste évidemment le leader du projet, c'est-à-dire que la direction du projet, la direction technique, la direction de la communauté, c'est représentant de Jaya, donc nommément Serge, qui est en charge de cette partie-là, et on est aussi les premiers contributeurs en fait du projet avec d'autres entreprises. Donc le fait d'être nommé et gradué comme étant top level, ça veut dire vraiment la reconnaissance qu'un projet est devenu périn, et en termes de qualité et en termes de pérennité, de pérennité et de solidité de la communauté, et à cette capacité à être intégré dans n'importe quel projet majeur du fait de ces critères-là, et c'est ce qu'il vérifie en fait dans tout ce process de graduation, et ça a été un long process de qualification. C'est pour ça que je pose la question, parce qu'on sait que ce sont des choses assez sérieuses quand ils montent un projet de ce genre-là au niveau top level. Voilà. Et pour information, Jaya est la plus petite entreprise, quand on regarde par rapport aux contributeurs de la Fondation Apache, à avoir réussi un tel projet de graduation.
On est petit par rapport à des IBM, des Google, voilà, faut être clair, on est microscopique, et même si on est très fort, mais mine de rien, on a quand même réussi un tour de force parce qu'on est parmi, c'est certainement la je rappelle Julien pour... Ouais. Alors, CDP open source versus CDP propriétaire. Tu m'as dit il y a à peu près 70 acteurs, c'est ça? Propriétaires. Combien y a-t-il de propriétaires? Combien y a-il d'open source? C'est que des propriétaires en fait. Nous sommes le seul open source. Alors, on est le seul open source sérieux. C'est-à-dire que la Fondation Apache, c'est la fondation la plus importante dans le monde open source sur tous les projets Java. Et clairement, c'est là où on trouve vraiment tous les projets majeurs qui aujourd'hui sont au cœur de tous les logiciels d'entreprise que nos clients utilisent et que d'autres éditeurs d'ailleurs utilisent. Donc de ce point de vue-là, selon ces critères-là de qualité, de globalité, on est clairement les seuls. Est-ce qu'il y a par rapport à cette question de open source et propriétaire, de ton point de vue, pour nos clients, par exemple, est-ce que ça a une importance de se poser vraiment la question? Est-ce qu'il faut plutôt partir sur quelque chose d'open source, dans ce cas-là, nous, ou plutôt voilà, alors, CDP qui en fait des propriétaires? Quel est le trade-off? Qu'est-ce qu'on doit... voilà. Voilà, les avantages et les inconvénients de chacun, quoi. Alors, moi, je suis forcément biaisé, donc je ne vais pas dire que les propriétaires, c'est bien, parce que le DNA de Jaya, c'est d'être open source. On a tout notre cœur, en fait, applicatif et open source. L'avantage de l'open source, c'est, on va dire, c'est une lapalissade, on est en France, c'est que c'est ouvert. C'est qu'à partir du moment où j'ai besoin d'étendre l'application, tout ce qu'on a fait nous, par exemple, pour générer tout ce qu'il y a dans JExperience, pour apporter toutes ces interfaces, on a reposé, si je mets de côté le fait qu'on connaissait le système puisqu'on l'a créé à l'origine, mais les équipes qui ont travaillé justement sur la création de JExperience ne sont pas celles qui ont créé Apache Unomi. C'est des équipes distinctes. À partir du moment où elles avaient des besoins, l'évolution de la plateforme, donc le côté CDP, la compréhension de comment ça fonctionne, son ouverture, la possibilité de l'étendre, tout ça est rendu beaucoup plus facile par le fait que c'est open source. Aujourd'hui, moi, j'accompagne des partenaires, notamment on a un projet là en Espagne avec un intégrateur majeur et pour un client majeur dans le retail. Ils nous ont appelés initialement en disant écoutez, on a déployé une CDP, alors la plupart en plus des CDP propriétaires sont sur le cloud, donc sont en mode plutôt SaaS, mais on veut déployer Apache Unomi. Alors on a dit mais vous avez compris qu'Apache Unomi c'était une CDP, donc vous avez déjà une CDP, pourquoi vouloir mettre une CDP open source? Et en fait, le problème, c'est que ça a répondu à un certain besoin à un instant donné. Par contre, le problème, c'est que le prestataire est sur le cloud, qu'ils utilisent AWS, et que pour nous, c'est pas possible que nos données critiques, en fait, soient hébergées sur Amazon, vu qu'on est concurrent d'Amazon en étant en mode retail. Donc ça, c'était le premier point. L'autre point, c'était la possibilité... Ça, c'est le client qui expliquait ça. C'est le client qui expliquait ça, absolument. Et l'autre point que le client expliquait, c'est la CDP, en fait, est fournie par un éditeur de logiciels pour qui la gestion du consentement n'a pas été du tout pensé comme étant dans le cœur en fait, de son système. C'est-à-dire qu'ils sont obligés d'y arriver, parce que maintenant tout le monde leur demande, mais ils ne l'ont pas pensé dans le cœur de l'application. Or nous, cette notion de privacy by design, on l'a intégrée dès le premier jour en fait, dans Apache Unomi. Donc toutes les logiques de gestion de consentement, d'anonymisation des données, qui sont aujourd'hui paraissent évidentes, enfin presque évidentes pour tout le monde, quand on regarde justement la GDPR, RGPD en français, en fait, beaucoup d'éditeurs ne l'ont pas vu venir, notamment des éditeurs qui ne sont pas des éditeurs européens. Parce qu'ils se sont dit, c'est que pour les Européens, en fait, nous, on n'est qu'avec des Américains, ou on n'est qu'avec des Indiens, donc ça ne nous concerne pas. Sauf que ce n'est pas le cas. La RGPD est beaucoup plus large que ça. À partir du moment où j'interagis, ou des Européens, quelle que soit leur position dans le monde, interagissent avec une marque, la RGPD doit s'appliquer. Donc ils n'ont pas compris ça, et du coup, ils n'ont pas forcément fait évoluer leur logiciel dans le bon sens. Donc nous, à l'opposé, et en plus, vu que c'est open source, tout le monde peut le voir, les API étant ouvertes, le code étant disponible, on a vraiment intégré ces notions-là à l'intérieur du système. Et donc, du coup, pour revenir à ce client, ils vont utiliser Unomi pour gérer, pour enrichir les données clientes, c'est-à-dire qu'ils vont récupérer de l'autre CDP toutes les données qu'elle collecte, enrichir avec des données critiques qu'ils ne veulent pas mettre sur le SaaS et faire gérer le consentement par Apache Unomi. La réalité derrière, c'est qu'à tout moment, ils veulent pouvoir unplugger en fait la solution propriétaire au cas où. Parce qu'au moins, ils savent qu'ils ont cette option-là
et que leur donnée n'est pas dans une dans une black box dont comment dire, la récupération est totalement questionnable. Ils savent pas comment le faire. Là au moins, ils gardent le contrôle en fait. Exactement. En fait, l'objectif numéro 1, c'est qu'ils ont l'impression, et c'est la réalité, c'est qu'en implémentant une CDP open source, ils reprennent en fait le contrôle de leurs données versus l'avoir dans une boîte noire en mode SaaS, qui est aujourd'hui 100% des prestataires en fait qui fournissent des CDP le font en mode SaaS aujourd'hui. Alors parlons un peu de la RGDP. Depuis le 25 mai 2018, qui a été mise en place. Il y a eu une période un petit peu de tolérance, on va dire ça, mais tu m'as raconté pas mal d'histoires là sur des amendes qui sont tombées, qui ont... Alors, ce que j'avais communiqué à l'époque, je pense que l'ensemble des autorités ont laissé 1 an aux entreprises en disant, voilà, best effort, et elles ont sélectionné des marques fortes pour taper très fort. Et là, il y a 2 mois, pendant l'été, il y a Marriott qui s'est pris une amende de 100 millions d'euros. Nos clients oui. Qui n'étaient pas encore sur la CDP. Ils n'étaient pas encore clients à ce moment-là. C'était pour mais surtout British Airways, 200 millions d'euros. Donc, il ne faut pas oublier que la RGPD, ça peut aller jusqu'à 2% du chiffre d'affaires mondial. Alors, techniquement, c'est pas totalement sur un breach de respect de vie privée ou de données personnelles. Ce qu'ils ont fait, typiquement dans le cas de Marriott, c'est qu'ils ont paumé dans la nature 300 millions de comptes clients, incluant les données de carte bancaire. Donc c'est pour ça que c'est pas un petit breach. Hein. Ils ont vraiment. Alors ça a tellement été énorme que Marriott a relancé son programme de reward et ils l'ont complètement changé de nom. Ils ont tout refait from scratch. Ça s'appelle Bonvoy. Vous entendrez peut-être ça, ils ont appelé ça Bonvoy. Avant, ça ne s'appelait pas du tout comme ça. On a connu ça en France avec certains partis politiques. Voilà. Donc, alors, il faut espérer. Alors là, du coup, on va peut-être pouvoir discuter pour qu'ils le fassent dans le bon sens. Mais là, en tout cas, donc, en fait, c'est là où les notions de sécurité et les notions de protection de la vie privée et des datas sont intrinsèquement liées. Et ce que Julien a annoncé tout à l'heure est très important pour nous. C'est-à-dire que quand on dit qu'on met la notion de protection des données privées vraiment au centre de notre stratégie, pareil, pour une structure comme la nôtre, mettre en place aussi rapidement et de manière vraiment une vraie réussite complète, on l'a passé en une fois, la certification ISO 27001. On n'a pas eu plusieurs itérations. C'est-à-dire qu'on a commencé le travail d'audit, 5 mois après, on a été certifié. Donc, c'est-à-dire que dans le DNA en fait de Jaya, dans l'ADN de Jaya, cette notion de protection, alors on a dû corriger certaines choses évidemment, mais la fondation était là. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des éléments qui nous ont permis de réaliser dans un temps record cette certification. Donc ça, c'est un point très important à vérifier, notamment quand vous travaillez avec des prestataires. Les amendes qui ont été données par rapport à un problème de breach de sécurité, mais qui ont impacté en fait des données clientes de manière extrêmement massive. Et 200 millions d'euros pour une compagnie aérienne, ça fait un petit peu mal quand même. C'est plus juste quelques centaines de milliers d'euros. Donc le fait d'être compliant, de respecter en fait ces, je dirais, nouvelles normes. Ça, c'est une application à valeur ajoutée pour n'importe quelle société parce qu'on risque tous en fait de se faire allumer de cette façon-là avec des amendes qui peuvent nous coûter très très cher. Quand tu regardes aujourd'hui le marché de la CDP et comment c'est appliqué, les gens avec qui tu parles, quels sont les autres types d'applications que tu vois qu'ils souhaitent mettre en place en fait, qui vraiment leur apportent une grande valeur ajoutée? Alors, c'est vraiment une très bonne question parce que si vous prenez la CDP et notamment la gestion de consentement ou ce qu'imposent aujourd'hui les différentes normes mondiales au niveau de la protection des données privées, si vous commencez votre projet par ce biais-là, vous ne le prenez pas du bon bout, en fait. C'est pas, je vais demander à mon service légal de faire la checkbox et on est bon. Non. Il y avait une conférence là à San Francisco, justement, où il disait le customer data, c'est is the new black. C'est-à-dire que c'est devenu le mode par défaut attendu par les clients de la manière dont vous allez gérer leur expérience client. Donc c'est plus l'option, c'est devenu ce que les gens attendent. Et il y a 2 jours, Deloitte a publié un énorme survey, en fait, alors ça a été fait aux États-Unis, mais il est aisément réplicable. La moitié des clients interrogés dans le panel de cette étude ont considéré que cette impression qui est vérifiée que la manière dont sont gérées leurs données personnelles ou le contrôle qu'ils ont sur leurs données personnelles est nul ou inexistant. Ce qui revient un peu pro même. Les risques évalués pour les entreprises en termes
de dommages à payer potentiellement de claims est évalué entre 5 à 15 milliards de dollars sur l'implémentation de la CPPA, donc, qui est la version californienne, on va dire. Ils se sont largement inspirés de la RGPD, même s'il y a des différences, mais globalement, c'est à base sur la consentement des utilisateurs. Ils évaluent le risque des entreprises qui ne sont aujourd'hui pas prêtes entre 5 et 15 milliards. Et aujourd'hui, il n'y a que 22% des entreprises américaines, dans le retail, qui ont une stratégie de gouvernance là-dessus. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne peut pas changer la relation client en mettant juste un bouton OK sur la validation d'un cookie. La notion de confiance, en fait, sur tout le parcours client, c'est toutes les applications d'entreprise qui sont concernées. Donc, pour répondre précisément à la question, quelles sont les applications à forte valeur ajoutée sur la CDP? Toutes les applications qui ont besoin justement de traquer des utilisateurs, de traquer leur consentement, de changer leur expérience et d'accompagner ce client pour améliorer l'engagement et la relation et la confiance qu'il y a entre le client et une marque. Aujourd'hui, la CDP est centrale dans ce process, et pas juste à cause de la RGPD, mais ça veut dire que tous les systèmes d'entreprise, toutes les applications par exemple pour aider à choisir une assurance voiture, on l'a vu ce matin avec la démo de Stéphane, faire un référentiel unique pour tous les systèmes tiers de l'entreprise, comme on le voit sur ce projet en Espagne. Ça peut être mettre en place un mécanisme de personnalisation d'une application mobile, d'un site web, et où d'ailleurs. Donc il n'y a pas une application en réalité qui aujourd'hui, à partir du moment où elle a besoin des données clientes, peut se passer d'avoir un repository unifié pour avoir tout de suite l'information dont elle a besoin. Avant, les développeurs et les intégrations qui étaient faites, souvent péniblement, étaient obligés d'aller dialoguer avec l'ensemble de toutes les applications pour construire eux-mêmes cette interopérabilité. Eh bien, aujourd'hui, une CDP peut servir à cela pour toutes les applications de l'entreprise en y ajoutant justement de manière centrale la notion de protection des données privées et donc le respect des données personnelles imposées maintenant par la loi. Okay. Voilà. Donc toutes les applications, à partir du moment où j'utilise des données clients, la CDP peut apporter de la valeur, que ce soit une application mobile, un CRM, une application de gestion de contenu, n'importe quel type d'application a été peu... Et on discute d'ailleurs en ce moment avec des éditeurs non concurrents, mais qui ont besoin d'avoir une gestion cliente et qui voient du coup dans Apache Nomi et dans Love.js Customer la possibilité pour eux d'embarquer quelque chose à forte valeur ajoutée sans avoir besoin de le développer. Les quelques bonnes questions à se poser quand on veut mettre en place un projet CDP, quand on choisit une CDP. On en a parlé un peu, mais tu peux peut-être résumer. Alors ça. En fait, la première et unique chose à faire, c'est comprendre le circuit des données clientes, en fait. C'est d'avoir la liste et d'ailleurs vous êtes obligé de le faire dans le cadre justement cette cartographie-là, vous êtes obligé de le faire dans le contexte justement de la RGPD. Mais c'est de dire, voilà, tous les systèmes qui gèrent des données clientes, de faire l'inventaire de ces données-là, et de travailler avec les équipes marketing, parce qu'il ne faut pas oublier que la CDP sert avant tout les équipes marketing, de dire, OK, quelles données vous voulez utiliser pour quel objectif. Voilà. Et à partir du moment où vous avez cette cartographie-là, la CDP va se mettre au milieu pour gérer en fait le flux d'un point à l'autre, tout simplement. Et ensuite, vous avez la liste des applications qui ont besoin de consommer ces données-là. C'est autant de points d'extension que vous allez pouvoir intégrer avec la CDP. Voilà. C'est le premier, la bonne pratique à faire, c'est ça. Faire votre cartographie de données clientes par rapport aux objectifs de vos équipes marketing et automatiquement la customisation de votre CDP se fera, alors pas magiquement parce qu'il faut l'implémenter, mais elle est très simplifiée avec notre offre produit, mais en tout cas du coup vous aurez votre usage et si vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin de ce flux de données entre différents systèmes, c'est que vous n'avez pas besoin de CDP, mais j'en doute. Alors peut-être pour cadrer, pourquoi la CDP arrive à ce moment-là? On a beaucoup parlé de data lake dans le cadre des données clientes, et puis quand on parle de données clients, on pense beaucoup au CRM. Mais en fait, le problème, c'est que les data lakes avaient toutes les données de l'entreprise, mais du coup, extrêmement compliqué à gérer pour les marketeurs, parce qu'ils n'ont pas besoin d'énormément des données générées, ils ont juste besoin des données qui les concernent, dont ils ont besoin pour faire la personnalisation. Le CRM est un outil extrêmement performant pour gérer la relation client, mais ne gère pas tout. Typiquement, le comportement d'un utilisateur, il n'est pas stocké dans le CRM, et donc au milieu, il n'y avait rien. Voilà. Et ce rien maintenant est comblé par la CDP. Très bien. Vos questions? Eh bien, tout est clair. Merci, Elie.